Bonsoir. Euh, Généralement, quand on présente un livre, je pense qu'on a tendance à directement euh, évoquer le sujet du livre. Peut-être que la question, c'est de se demander si un livre, c'est un sujet ou si c'est un objet qui répond à une question, peut-être. Auquel cas, la question est très importante. Auquel cas, l'avant de l'écriture est très important. Auquel cas, peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. En ce qui concerne ce livre en particulier, je crois que la question du point de départ est vraiment fondamentale pour des raisons qui sont euh, probablement aisées à imaginer. On parle de camps de concentration. Euh, Quand on parle de camps de concentration et qu'on n'a pas d'héritage direct ou d'expérience, ça veut dire qu'on s'est posé la question de la fiction, des moyens de la fiction pour s'emparer de l'histoire et peut-être aussi du droit du romancier à s'emparer de l'histoire. Question qui se pose de manière, je crois, très, très radicale, très nouvelle depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'avant, ça n'était pas du tout une question centrale à l'écriture, mais depuis qu'on a ouvert les camps, la question se pose de savoir qui peut raconter ça, qui peut raconter ce réel-là. Évidemment, cette question, elle m'a traversée. Il se trouve que moi, je j'ai pas cherché ce sujet. Souvent, mes romans naissent de rencontres et j'ai rencontré un homme qui est né à Ravensbrück, dans cet endroit qu'on appelle la Kinderzimmer et qui pourrait être traduit par la chambre des enfants, très mal traduit parce que la réalité est bien différente, bien plus dure que ne laisse suggérer ce doux mot de chambre des enfants. Ça n'est pas même une pouponnière, c'est tout au plus un mouroir, une tolérance un peu difficile à comprendre parce que ça a duré 7 mois, de septembre 44 à avril 45, et avant, eh bien les bébés étaient tués et les femmes avortées systématiquement. Donc c'est une espèce de point d'interrogation euh, qui se pose à tous, aussi bien à ceux qui ont traversé cette histoire et qui souvent ne la connaissent pas bien, puisque on parle là de 522 bébés, un camp de 130 000 femmes, Ravensbrück, donc très peu de traces laissées dans les mémoires. Quand on entre en relation avec un sujet comme celui-là, quand on tombe dessus, euh, on est très vite questionné par cette histoire du devoir de mémoire. Qu'est-ce que je vais faire de cette chose-là dont je me rends compte que elle est très, très importante. Elle dit autre chose que ce qu'on dit habituellement du camp. Elle est peu connue parce que dès lors que j'ai appris l'existence de ce lieu, j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé. Je n'ai rien trouvé. Je suis revenue vers cet homme euh, qui était donc sorti vivant, ce qui était quand même une vraie source d'étonnement. Le fait qu'il y ait des naissances dans un camp de déportation politique, qui n'est donc pas un camp d'extermination, le fait qu'il y ait des naissances alors que 130 000 femmes y ont été déportées, c'est parfaitement naturel. Le fait que des bébés survivent, c'est quand même une autre histoire. Et donc, j'étais à la fois décidée par intérêt pour le sujet, à comprendre, à chercher des témoins, et puis en même temps, la question s'est très vite posée de savoir pourquoi ce serait moi qui raconterais cette histoire, qui ne suis pas historienne, bien que passionnée par l'histoire, qui suis qui suis romancière, mais en même temps, c'est pas la première fois que je m'intéresse à des sujets non pas historiques, parce que parfois ce sont des faits divers. Hein, je vois qui touche à mon corps, je le tue. C'est un fait divers. C'est l'exécution de Marie-Louise Giraud, qui était une faiseuse d'ange en 1943, qui ne n'a pas fait la une des journaux, donc on peut considérer que c'est un fait divers. Mais en tout cas, je me base beaucoup sur le réel, et souvent c'est un réel lointain, dans le temps ou dans l'espace. Finalement, pourquoi je me posais cette question avec Kinderzimmer alors que je me la suis pas posée de cette manière-là, avec Qui touche à mon corps, je le tue, avec Marie-Louise Giraud, ou avec L'échappée, qui raconte l'histoire de femmes tondues, ou avec L'antilope blanche, qui raconte l'histoire de cette femme qui, dans les années 40, va monter le premier collège de filles noires au Cameroun. Pourquoi là, elle se pose? Elle se pose à cause du regard des autres, elle se pose à cause de la question du mal, elle se pose parce qu'elle s'est posée aux rescapés eux-mêmes et que les réponses ne sont pas unanimes. Hein, ceux qui sont sortis des camps, pour la plupart, ont choisi le roman.
parce que la mémoire pesait trop et que qu'on parle de Imre Kertész, prix Nobel de littérature, qu'on parle de Semprún, que vous connaissez certainement tous, Appenfeld, ce sont des gens qui ont posé la fiction comme nécessaire. Mais ceci dit, ils écrivaient à partir d'une matière personnelle. Alors là, la question n'est toujours pas résolue. On peut toujours se dire j'ai droit à la fiction. Oui, mais moi, j'ai pas traversé les événements. Et là se pose encore une autre question qui est très importante. C'est est-ce que l'art peut quelque chose face à l'histoire? Et s'il peut quelque chose, quelle est sa valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'il permet que la simple transmission des faits historiques ne permet pas? Alors, on est une génération, ma génération, qui n'a plus aucun lien direct avec cette période. C'est la première qui n'a pas de lien direct avec cette période. Mais j'ai envie de dire, face au camp, nous sommes tous des innocents. C'est pas uniquement ma génération, c'est tous les gens qui n'ont pas traversé des camps, quel que soit leur âge. Nous sommes tous sur le même terrain de stupéfaction, d'ignorance. Et la question se pose pour nous tous. Comment lire cette histoire, comment l'écrire, quel que soit notre âge, notre sexe, l'endroit où on est né, tant qu'on l'a pas traversé, cette histoire se pose. Et du coup, c'est presque déjà dire, c'est important. Il va falloir le faire, il va falloir l'écrire parce qu'on peut pas transmettre uniquement à la façon des manuels scolaires. Les manuels scolaires, comme les témoignages, qui sont absolument essentiels, nous tiennent à distance émotionnelle de tous ces événements. Et s'ils nous tiennent à distance émotionnelle de tous ces événements, alors ils deviennent un savoir, quelque chose qui va figurer dans les livres, comme les mots du dictionnaire. Et si nous n'y sommes pas reliés émotionnellement, si nous ne faisons pas une place dans nos vies, dans nos émotions, dans notre sensibilité, pour ces choses-là, elles ont toutes les chances de se reproduire, d'évidence. Et puis surtout, on se prive d'enseignements qui me semblent fondamentaux. En ce qui concerne la Kinderzimmer, l'enseignement fondamental, c'est certainement l'esprit de résistance. C'est certainement ce que ça veut dire que résister de la façon la plus noble qui soit à mon sens, c'est-à-dire continuer à faire vivre des enfants du style vivre 10 secondes, 20 secondes, une minute face à cette machine nazie qui est une machine d'anéantissement. On peut en effet faire sauter des trains et puis on peut simplement conduire des enfants au terme de leur existence, si courte soit-elle, si éphémère et si fragile. Il y a quand même là une foi qui me semble salutaire aussi quand on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire dans le monde qui nous entoure. Donc moi je me sentais reliée, voilà. C'était ça la permission, c'était que finalement ce que je lisais, ça m'apprenait aussi à réfléchir sur quelles sont les capacités fondamentales de l'être humain, quel est le pouvoir du collectif, de la solidarité. Et aussi une réflexion sur ce que c'est que l'héroïsme, parce que vous savez, dans ces camps, les gens sont pas programmés pour redevenir des héros. Ils sont comme nous. Ils sont arrachés à leur vie un peu du jour au lendemain. Et c'est le fait d'être ensemble qui va faire d'eux des héros dans des circonstances qui sont très dures. Je pense aussi que ça nous donne à réfléchir sur notre impact possible sur le monde. La manière dont on peut le changer, c'est sûrement pas seul. Et c'est sûrement possible. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai compris que c'était ça le sens pour moi de cette histoire et que c'était pas juste raconter la pouponnière de Ravensbrück, qu'il y avait là quelque chose de plus vaste, de plus universel. Il y a une phrase d'un poème que j'aime beaucoup de Jeanne Benhammer, qui est une auteure que vous connaissez peut-être et qui écrit de la poésie. Et il y a ce vers, j'ai l'impression qu'elle l'a écrit pour moi. Je lui avais dit il y a 3 ans quand elle avait publié un recueil de poèmes, j'avais dit Jeanne, ce vers était pour moi. Notre âge est sans limite et nul ne peut dater l'origine de mes larmes. Voilà, pour moi c'est ça être relié. C'est porter en soi toutes ces existences tragiques et d'autres événements plus solaires, mais bon, voilà, qui nous forgent aussi. Et essayer d'en rendre compte. Alors, en rendre compte comment? C'est toute la question de l'écriture. Comment écrire ça? Moi, je suis ni témoin ni actrice de l'histoire. Il s'agissait pas de prendre la place d'un témoin ou d'un acteur. Ma place à moi, c'est vraiment celle de l'innocence, ce qui est probablement la vôtre aussi. Nous sommes face à quelque chose qui nous tient à distance, qui est écrasant, qui est terrible, qui nous semble inimaginable. Comment on fait pour s'en rapprocher? Alors justement, le problème, c'est le temps. C'est ça qui nous sépare. C'est le temps. C'est impossible. Nous n'y retournerons jamais. Nous ne saurons pas ce que c'est, tant mieux, mais n'empêche que c'est irréversible.
Et bien justement, voilà, est-ce que l'art et l'histoire peuvent pas défaire le temps, abolir l'histoire, essayer de se remettre dans un temps présent qui permettrait d'écrire cette histoire au plus près des personnages, en faisant fi de tout ce qu'on sait depuis, et en revenant à cet endroit qui est vraiment l'endroit de l'ignorance, puisque quand ces femmes sont descendues du train, elles ne savaient pas qu'elles étaient en Allemagne, elles ne savaient pas où elles étaient sur la carte, elles ne savaient pas ce qu'était un camp, elles en savaient moins que nous, et peut-être qu'à cet endroit-là, on peut se rejoindre. Si on recommençait l'histoire depuis le début, en laissant de côté tout ce que la recherche et le témoignage nous a appris, justement pour ne pas se nourrir uniquement de témoignages, mais essayer de transformer ça en expérience. Revenir à cet endroit du camp et traverser toute l'histoire ensemble, au présent, avec un futur qui n'est jamais au-delà de l'instant et un chemin qui ne se dessine jamais au-delà du centimètre qui va venir, parce que la vérité, c'est que tout ça est absolument, en effet, inimaginable. Voilà, c'était ça en fait la démarche du livre au départ. Ce questionnement-là est vraiment le point de naissance du roman. Jusque-là, je me suis beaucoup documentée, je connais bien cette histoire, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des témoins, j'ai rencontré des enfants, j'ai lu tout ce qu'on peut lire sur la question, mais tant que j'ai pas compris où je peux écrire, je peux pas écrire. Et du coup, pour bien manifester cette situation d'innocence, j'ai écrit un prologue qui est l'histoire d'une femme qui va témoigner dans une classe et qui tout d'un coup se trouve face à une question qu'elle n'avait pas prévue. Et je vous propose de lire cet extrait. Elle dit « Nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück ». Une fille lève la main. À ce moment du récit, ce n'est pas habituel. Une main levée comme un signal, une peau très pâle et dans le sourcil droit, un minuscule anneau rouge. La main levée déroute Suzanne Langlois. Le récit bute contre la main, une main sur sa bouche et se fragmente. La fille demande si Suzanne Langlois avait entendu parler de Ravensbrück en France avant le départ. Suzanne Langlois dit « J'ai su qu'il y avait des camps, c'est tout ». Et dans le train pour l'Allemagne, elle connaissait la destination ? Non. Alors, quand vous avez compris que vous alliez à Ravensbrück ? Suzanne Langlois hésite et puis, je ne sais pas. De toute façon, elle n'aurait pu comprendre qu'elle allait à Ravensbrück, quand bien même elle aurait su ce nom, et il n'aurait évoqué qu'un assemblage de sons gutturaux et sourds, ça n'aurait eu aucun sens, avant d'y être, avant de le vivre. Alors, vous ne saviez pas où vous étiez ? Suzanne Langlois sourit, hésite, puis non. Elle ajuste son châle. Elle essaie de reprendre, de convoquer le mot qui doit surgir à ce point du récit. Les 30 garçons et filles de 18 ans la fixent, attendent, et c'est comme une écharde dans le gras de la paume. Une gêne infime, une pointe mauve qui passerait inaperçue si la chair n'était pas si lisse, si régulière autour. Cette question de la fille, quand est-ce que j'ai su pour Ravensbrück ? Quand ai-je entendu le mot Ravensbrück pour la première fois ? Personne avant n'a posé cette question. Il a fallu cette fille à la peau blanche percée d'un anneau rouge. Elle cherche dans ses images internes, au-delà du planisphère corné, du papillon de la diagonale de lumière, un panneau sur la route qui conduit au camp, un poteau, une inscription frontale ou une voix pour prononcer ce mot, Ravensbrück. Mais rien n'est inscrit, nulle part. Rien n'est dit dans le souvenir. Le camp est un lieu qui n'a pas de nom. Elle se rappelle Charlotte Delbo, la poète, les mots de Charlotte, évoquant Auschwitz, un lieu d'avant la géographie, dont elle n'a su le nom qu'après y avoir passé 2 mois. En fait, reprend la fille, vous ne saviez rien ce jour-là. Vous n'en saviez pas plus sur Ravensbrück alors que nous, maintenant. Et après un silence, la femme répond « Oui, peut-être ». Suzanne Langlois n'en revient pas d'une telle proximité entre une fille de terminale et la jeune femme qu'elle était au seuil du camp, à peine plus âgée. L'ignorance, ce serait l'endroit où se tenir ensemble, la fille et elle, le lieu commun à 60 ans de distance. En vérité, la phrase de tout à l'heure
Nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück est impossible. Marcher depuis la gare et connaître la destination, ça n'a pas existé pour Suzanne Langlois. Il y eut d'abord cette route parmi les sapins hauts et les villas fleuries parcourues sans savoir. Et seulement plus tard, mais quand, une fois le chemin arpenté, le nom de Ravensbrück. Dans les classes et ailleurs, depuis 30 ans, il a fallu tout dire en bloc, tout ce qu'elle sait du camp, sans souci de sa chronologie personnelle, ce qu'en ont su et dit les autres déportés, les révélations du procès de Hambourg en 1947, les travaux d'historiens, tout agrégé, reconstitué pour transmettre, pour combattre la totalité de l'oubli, la béance des archives détruites, et dans l'urgence à dire l'événement, le fouiller, l'épuiser complètement avant la mort, quelque chose a été oublié quand même, elle, Suzanne Langlois, qui tout au long de la déportation, de la maternité au camp, a été une ligne de front singulière, constamment déplacée entre ignorance et lucidité, l'ignorance se découvrant sans cesse de nouveaux champs. Elles sont imprononçables, les phrases habituelles, ni « nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück à cause du nom ignoré », ni « nous sommes placés en quarantaine », ce bloc n'a de fonction qu'aux yeux des prisonnières anciennes, ni à 3h30 j'entends la sirène, car elle n'a plus de montre. Impossible de dire il y avait une Kinderzimmer, une chambre des nourrissons. Elle n'en a rien su avant d'y laisser son enfant. Un chagrin monte qui est un deuil. L'histoire finie n'a plus de commencement possible, et même s'il y a des images sûres, l'histoire qu'on raconte est toujours celle d'un autre. À cause de l'écharde dans l'histoire, Suzanne Langlois se tait. Elle rentre chez elle, elle reviendra une autre fois, ou pas, ça n'est pas décidé. Oh, retrouver Mila, c'est son nom de guerre, qui n'avait pas de mémoire, Mila pur présent. Et ainsi on entre dans le livre, on entre dans l'histoire de Mila, avec un retour, mais c'est même pas un retour, un recommencement du temps. Voilà, les premières phrases, c'est l'épuisement de Mila devant l'entrée du camp, ce qu'elle croit être l'entrée du camp, aux murs ébauchés dans la nuit par-delà des faisceaux braqués au hasard, ses paupières d'un coup baissées et les aiguilles qui, après, troublent la vue. Et ça continue comme ça. Présentation un peu longue, hein, mais j'avais prévenu. Peut-être que vous voulez poursuivre de façon plus dialoguée. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai lu votre livre et je l'ai énormément aimé. Je l'ai trouvé extrêmement émouvant. Je l'ai presque lu trop vite parce que j'avais envie d'avancer, de savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, j'ai envie de le relire. J'ai trouvé que c'était un hymne à la maternité, enfin, quelque chose de très positif finalement dans un contexte très dur. Alors vous avez dit que vous avez rencontré un homme. Est-ce que c'est l'histoire de cet homme ou est-ce que vous avez inventé une histoire? Est-ce que Mila Suzanne a existé ou c'est un personnage de fiction? Comme l'idée c'était de dépasser, si je puis dire, le témoignage, en tout cas de faire quelque chose que le témoignage ne peut pas faire, qui est vraiment de démonter le temps. Je ne pouvais pas me servir de la parole d'une personne réelle parce que ça aurait pu aussi paraître à la fois présomptueux de ma part et une façon de sous-estimer la parole réelle. Donc je voulais absolument pas justement me servir d'un témoignage réel. Par ailleurs, je dois dire qu'il y en a très peu puisque j'ai rencontré les 3 bébés français qui sont sortis vivants de Ravensbrück, qui ont aujourd'hui 70 ans, donc Jean-Claude Passera, Sylvie Elmler et Guy Poirot. Il y a chez eux une volonté de raconter l'histoire, mais c'est toujours l'histoire de leur mère, ça n'est pas la leur. J'ai rencontré une maman, c'est la seule qui est vivante aujourd'hui, qui s'appelle, c'est la maman de Guy Poirot, Pierrette, à Nancy. Et puis j'ai rencontré surtout, et c'est vraiment ça la rencontre clé, c'est Marie-Josée Chambard-Delove, qui était donc la puéricultrice de ce lieu,
Elle n'avait pas 20 ans. Et comme elle était fille de pédiatre, un jour, les nazis lui ont demandé si plutôt que de fabriquer des pièces électriques dans les usines Siemens, elle n'aurait pas envie de s'occuper des bébés. Elle est tombée des nues parce que, évidemment, personne n'a jamais compris comment l'idée était venue aux nazis de laisser cette pièce à la disposition des mères. Et donc, voilà, ces deux témoignages, c'est pas grand-chose. En plus, il y a une des deux, donc Pierrette, qui est très âgée, dont les souvenirs deviennent confus. Il y a un témoignage écrit qu'a laissé la maman de Sylvie, mais on peut plus le questionner puisqu'elle n'est pas là, elle n'est plus là. Et puis le reste, si vous voulez, il y a deux façons de sculpter un sujet. Soit on sculpte la forme directement, soit on dessine le moule autour. Et comme il n'y a pas d'archives, et comme il y a très peu de témoignages, moi j'ai forgé le moule autour. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu sur Ravensbrück. C'est un camp sans archives, donc tout est toujours très compliqué. Il y a des témoignages bruts qu'on peut trouver à la bibliothèque de Nanterre. Il y a le livre de Germaine Tillion, évidemment, qui a été réédité 3 fois dans des versions corrigées, parce que son travail de rassemblement de témoignages n'a jamais cessé. Mais finalement, il y a certainement beaucoup de choses encore qu'on ignore. Donc, enfin, voilà, j'ai agrégé tout ça. Et puis la Kinderzimmer, c'était cet espace central sur lequel on savait finalement assez peu de choses. Du coup, c'était compliqué pour moi, là aussi, de retracer la vie d'une personne réelle, parce que soit ce sont des gens vivants, qui sont parfois... on est presque dans le mythe avec Marie-Josée Chambard-Delhomme, qui est une grande résistante, présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation, toujours très, très active d'ailleurs, âgée, mais très active. Par exemple, elle milite pour les droits des Roms, ce qui n'est pas rien. Donc on est... là, c'est difficile de toucher à quelqu'un comme ça de vivant. Alors, on a travaillé complètement ensemble. Elle est bien là, mais elle s'appelle Sabine. Et puis, elle n'a pas eu d'enfant au camp. Alors, il me restait pas grand-chose, en fait. Il me restait Pierrette, dont les souvenirs sont très confus. Et il me restait Madeleine, la maman de Sylvie, qui a laissé un écrit qu'on ne peut pas interroger. Et donc forcément, c'était un personnage de fiction. Je dois dire que de toute façon, moi, je suis romancière et je veux pouvoir m'investir émotionnellement dans un personnage. Pour ça, il faut que je crée un personnage de fiction. Ceci dit, le personnage est vraisemblable et tout ce qu'il traverse de réel, de fait, est absolument documenté. C'est-à-dire que mon imagination se limite à la part émotionnelle, vraiment, et aux relations qui se créent entre ces personnages de fiction. Relations humaines, mais il n'y a pas d'invention à partir de l'histoire. Ce sont des inventions de personnages, jamais de faits. Voilà. Donc Mila n'existe pas et en même temps, elle investit tant de vie à la fois. C'est un personnage qui s'est nourri à la fois des témoignages et puis de moi. Une fois que vous avez écrit votre livre, comment ça se passe au niveau des contrôles? Alors, puisque vous avez l'air de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites, qu'est-ce qui... Interdite? Enfin, interdites que vous pouvez pas faire, disons. Il n'y a pas de loi, ça c'est mon éthique personnelle, donc c'est moi le censeur. D'accord. Ceci dit, non, j'ai une documentation qui est quand même... je sais où je cherche. Mais après, d'abord j'ai un éditeur très sérieux. Ensuite, je suis bien entourée par des gens qui sont soit des historiens, soit des gens qui aiment l'histoire et qui ont eu un vrai regard sur mon travail. Sachant que, de toute façon, c'est un travail neuf, puisqu'il y a un trou autour de ce sujet qui est bien réel. Donc, on n'a pas un recul monumental. Si vous écrivez sur Jean Moulin aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui, à la loupe, vont scruter chaque affirmation, chaque hypothèse, parce qu'il y a eu un nombre de thèses infini sur le sujet. Là, c'est vraiment le balbutiement. Peut-être qu'un jour, des historiens feront quelque chose à leur façon. Après, il y a d'autres censeurs qui sont fondamentaux. Marie-Josée
a lu le manuscrit avant même que je l'envoie à l'éditeur. Et sans sa totale confiance et permission, je n'aurais pas même fait le geste de l'envoyer à un quelconque éditeur. Voilà. Donc c'est vrai que, je sais pas, il n'y a pas d'autorité de contrôle de toute façon. Dans l'Antilope blanche, vous savez, qui se passe donc au Cameroun colonial dans les années 40, il y a une coquille qui est restée. C'est une phrase entière, mais ça m'amuse en fait. Je l'ai laissée parce que quand on me l'a signalé, je trouvais que c'était hyper drôle. Il y a un moment donné à Douala, il y a eu beaucoup de révoltes juste avant la décolonisation en 1961, et il y a eu des massacres d'une très grande violence avec du napalm. Les Français ont arrosé de napalm certains quartiers, c'est vraiment très très dur. Et cette femme est dans une 4L, qui est vraiment la voiture basique de l'époque, et elle veut sortir elle veut respirer, et en fait je lui fais ouvrir la fenêtre avec une manette, enfin vous savez, je sais pas comment on appelle ça, une poignée quoi. Et évidemment non, les 4L c'est comme les deux chevaux, il y avait une sorte de vasistas. Oui. Donc il y a toujours, évidemment, il peut rester des choses qui sont totalement anachroniques dans des détails comme ça. Là, je suis un peu protégée aussi par le fait que finalement, techniquement, sur le plan même des descriptions, du décor, on n'a rien. D'ailleurs, du coup, je ne l'invente pas, parce que je considère pas que le droit du romancier, c'est de remplacer le réel. C'est de dire ce qu'on sait, avec un véhicule émotionnel, mais il faut laisser les blancs là où ils sont. Ça, moi, je suis pas tout à fait dans l'optique de Michelet, vous voyez, Michelet, 19e siècle, tac. Quand on sait pas, il faut peupler les silences de l'histoire. Non, il faut pas peupler les silences de l'histoire. C'est très important de savoir qu'on ne sait pas quelque chose. Ça a du sens. Pourquoi il y a du vide et du silence à cet endroit? C'est très important. Pourquoi on ne sait pas pourquoi la Kindertimer a soudain été créée. Et moi, je veux pas l'expliquer. Je ne veux pas expliquer parce que justement, ça fait partie de ces questions qu'on a quand on travaille sur les camps, et qui sont fondamentales parce souvent on comprend pas les règles. On parle à tort d'un système concentrationnaire qui n'est pas un système, puisque il est plein de failles, les règles changent en permanence, il y a beaucoup d'incohérences dans la gestion des camps. Ça fait partie de ces choses-là qui sont très difficiles à comprendre et qui disent aussi ce que c'était que des camps, c'est-à-dire pas des rouages parfaitement huilés qui fonctionnaient comme des machines sans défaut. C'est pas ça. Le chaos a existé aussi dans les camps et c'était pas maîtrisé du tout par les nazis dans les 6 derniers mois de la guerre. Ça a été vraiment un chaos terrible. Peut-être que le chaos est l'explication de la Kindertimer, on ne saura pas. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup justement de poser ces blancs de l'histoire et d'essayer de faire vraiment avec. Alors, je sais pas. Jusqu'à présent, le livre est sorti à la fin du mois d'août et j'ai pas eu ce genre de mise en défaut, en tout cas. Bon, je travaille avec l'Amicale de Ravensbrück, la Fondation nationale de la déportation, la Fondation Auschwitz. Ça a créé beaucoup de liens très importants, ce livre. Donc, je pense que j'ai un contrôle, en fait, des rescapés eux-mêmes qui est exercé de façon très vigilante. Quand vous avez rencontré donc la puéricultrice de la chambre d'enfants, quel a été son témoignage? Comment fonctionnait cette chambre au quotidien? C'est un drôle d'endroit. C'est un endroit où les bébés arrivent tout de suite après leur naissance. Il y a, alors ça va un tout petit peu évoluer, mais en gros, il y a 2 chalits, donc des lits superposés, sur lesquels les bébés sont positionnés les uns à côté des autres. Donc il y aura entre 50 et 100 bébés en même temps dans cet endroit. Ils sont donc rangés, on peut dire, vraiment, les uns à côté des autres, habillés quand ils ont un vêtement d'une petite chemise de coton. C'est toujours quelque chose qui est fabriqué, volé par les détenus. Ils sont dans une pièce qui doit faire, on dira, 15-20 mètres carrés, sans chauffage. Il fait -30 l'hiver, plus de 40-45 degrés l'été.
sans médicaments, sans nourriture, sans biberon, avec des femmes qui sont pour la plupart extrêmement décharnées et qui n'ont pas de lait. Voilà. Il y a Marie-Josée qui tente de les maintenir à peu près propres, mais quand on peut changer les bébés une fois par jour, c'est déjà énorme. Qui tente d'éloigner les poux, qui tente d'éloigner les rats. Il y a une femme qui dort, qui a perdu son bébé et qui dort sous les chalits la nuit pour chasser les rats. Et puis il y a une deuxième aide qui prend le relais de Marie-Josée au moment de la nuit pour surveiller ces petits qui ne crient pas, qui ne font pas de bruit et qui maigrissent à vue d'œil. Ils ont une espérance de vie de 3 mois. Donc ça c'est l'horreur. Ça c'est l'horreur du lieu. Ce qui est extraordinaire, c'est comment les femmes s'organisent autour de ce lieu, autour de cette nécessité vraiment de résistance. Comment elles vont créer quelque chose qui est quasiment une maternité collective. Il n'y a plus de lien direct entre les enfants et leur mère, parce que les mères n'ont pas de lait, puis les enfants perdent leur mère, les mères perdent leurs enfants. Donc, espèce de confusion absolue. Et d'ailleurs, on ne sait plus très bien qui est l'enfant de qui, parce que ces enfants sont très abîmés physiquement, et c'est pas toujours facile de savoir qui est qui. Et donc ces femmes-là décident qu'elles vont mettre toute leur énergie au service de ces enfants. La plupart travaillent, mais elles ont une sorte de droit de visite, si vous voulez, 2 fois ou 3 fois par jour. Elles sont censées allaiter les enfants, comme elles n'ont pas de lait justement. Alors toute l'activité de la Kinderzimmer est une activité de survie. Comment on fait pour que ces enfants survivent ? À l'époque, à la fin 44, la Croix-Rouge, qui a connaissance des camps et qui en a visité certains, commence à envoyer des colis avec notamment du lait en poudre, qui est censé être destiné aux bébés et qui est utilisé la plupart du temps pour nourrir des portées de chatons SS, et qui parfois vont être transmis à ces femmes en échange du cadavre d'un bébé. Vous voyez un peu le cynisme formidable de l'encadrement nazi. Donc elles ne peuvent compter vraiment que sur elles-mêmes. Et elles vont risquer leur vie pour faire des choses extraordinaires. C'est là que vous voyez que dans le camp, on change d'échelle. Toutes ces choses spectaculaires de solidarité qu'on voit, nous, à la télévision, les télétons, c'est des choses magnifiques. Mais là, il faut voir à quoi ça tient. Le fil entre la vie et la mort est d'une minceur incroyable. Il y a des femmes qui vont risquer d'aller à l'atelier de couture, qui est un atelier de travail très très dur. Il faut pas imaginer des gens qui cousent tranquillement derrière une machine Singer, hein. Ce sont des cadences infernales. On ne sait pas forcément coudre quand on est affecté là-bas, et quand on fait un point de travers, on vous écrase le visage sur la machine jusqu'à ce que votre nez soit cassé. Voilà, c'est ça l'atelier de couture. Donc des femmes vont aller là, spécifiquement pour aller voler un morceau de fil, un bouton. Elles vont risquer leur vie pour ça, parce que si on les trouve en train de voler, elles vont au bunker, c'est la mort quasiment assurée, ou alors elles ont des 75 coups de bâton, et là vous êtes à peu près sûr aussi que c'est la fin. Et elles vont revenir à la Kinderzimmer avec ce fil, avec ce bouton. Ce fil et ce bouton, ça permet de quoi ? De coudre, de refermer le vêtement qui baille sur la poitrine du bébé. Ça permet de prolonger sa vie d'une minute, de 2 minutes. Et puis il y a l'autre qui va revenir du commando de bûcheronne, puisqu'elles vont couper du bois dans la forêt, qui va revenir avec un morceau de charbon. Et ce morceau de charbon qu'il va falloir sauver de toutes les convoitises, évidemment. Tout le monde a envie de charbon, tout le monde. Et en plus, le charbon soigne la diarrhée. Donc c'est vraiment une denrée extraordinaire. Il n'y a pas de médicaments dans le camp, hein. Donc avoir du charbon, vous risquez plusieurs fois votre vie. D'abord en le dérobant aux yeux des SS, et ensuite parce qu'il va falloir le sauver de toutes les convoitises. Et quand enfin il atterrit dans le poêle, ce petit morceau de charbon, il va faire augmenter la température de quoi ? 1 degré, 2 degrés pendant quelques minutes. Mais ça va encore prolonger la vie de ces enfants. Et puis il y a celles qui vont aller voler les gants chirurgicaux chez le médecin, et qui vont revenir avec ces gants de plastique dont on va couper les doigts pour faire des tétines, parce que les enfants n'ont pas la force de téter de toute façon. Vous voyez, tout ça, toutes ces choses-là, qui sont vraiment des actes minuscules, c'est quasiment invisible à l'œil nu, et dans lesquels vraiment la vie est en jeu à chaque fois, à la fois pour les femmes et pour les bébés. C'est ces choses-là qui, cousues les unes aux autres, font sens et permettent, alors ça va être très peu, ça va être 30 sur 522, 30 bébés sur 522, mais ces 30-là sont vraiment des miraculés et sont des purs
produit de la solidarité et de la résistance extraordinaire de ces femmes. Et moi, c'était ça, voilà, que j'avais envie de raconter. C'est l'histoire de ce miracle qui nous dit tellement de choses, voilà, sur les capacités de l'être humain à se battre et à donner le meilleur de lui-même. Donc la vie quotidienne, c'est vraiment une lutte constante. Et c'est, bon, Marie-Josée, elle a le travail le plus difficile parce que quand il n'y a plus de maman pour s'occuper des bébés et quand il n'y a pas une maman de rechange pour un bébé, c'est elle qui les adopte. Alors elle a 17 enfants, elle n'a jamais mis au monde un enfant et elle en a 17. Et ce sont des enfants qui vont partir, elle le sait pour la plupart. Hein. C'est elle qui les conduit à la morgue. Il y a des scènes qui sont incroyables d'horreur et en même temps d'humanité parce que elle les emmène et elle les couche dans les bras d'autres femmes, dans la position du bébé qui est tenu dans les bras de sa mère. Ça, c'est ce qu'elle me raconte chez elle l'après-midi à Antony. C'est ouais, c'est bouleversant évidemment. Et donc moi après il fallait que je mette des images. C'est très difficile parce que elle me raconte ce qu'elle a vu et moi je dois traduire ce qu'elle a vu en mots à nouveau et en images. C'est un sacré passage, mais en même temps ça c'est possible uniquement avec quelqu'un de très très généreux et qui a confiance. Quand je suis allée la voir et que je lui ai parlé de roman, elle m'a dit ouf. Attention, moi je me méfie beaucoup de tout ça et j'ai dit mais je comprends très bien. De toute façon, je ferai rien sans vous. Donc, essayons. Et je crois que c'est justement ce passage des mots aux images et des images aux mots qui a été à la fois si difficile, si douloureux et en même temps le vrai travail, quoi, mon vrai travail. Voilà. Donc c'est à la fois très précis et très vague parce que c'est une somme, voilà. Combien ça fait de jours ça, de septembre 44 à avril 45, les jours sont à la fois tous les mêmes et tous différents. Là, quand elle raconte une journée, elle a l'impression de les avoir racontées toutes. Et moi, il fallait que chaque journée, non, soit aussi singulière, parce que c'est vrai que c'est singulier. Et la vie de chaque mère et de chaque enfant est absolument singulière. Bonsoir. Vous avez répondu à certaines de mes questions dans votre réponse, dans ce que vous venez de dire. Je voulais vous demander plusieurs choses. Par exemple, donc les survivants que vous avez rencontrés, les enfants qui ont survécu, est-ce que leur survie a tenu à une naissance juste à la limite de temps de la fermeture de cette chambre? Et également, est-ce que il y a donc j'imagine qu'il y avait des enfants français, mais il y avait des bébés qui venaient d'ailleurs. Est-ce qu'on a des témoignages d'autres témoignages comme ça qui viennent d'autres pays, d'Allemagne, je sais pas. Et ah oui, et vous parliez aussi de ces enfants qui sont nés là et qui parlent en fait de l'histoire de leur mère. Donc, comme ils étaient bébés, ça veut dire que eux et leur mère sont sortis ensemble de ces camps et qu'ils ont pu continuer, dialoguer, et les mères ont pu expliquer leur histoire. Oui, c'est un peu plus complexe, mais oui, ceux qui s'en sont sortis sont ceux qui sont nés le plus tard. Bien sûr. Il y en a un quand même qui est vraiment un miraculé absolu, c'est Jean-Claude qui est né en novembre 44. Donc lui vraiment est un cas unique. Et lui, il a eu beaucoup de chance. Ce qui s'est passé, là pour le coup, c'est vraiment la dernière partie du livre que je vais peut-être pas détailler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais il arrive quelque chose à cette mère qui est complètement inattendu et qui va les sauver. Mais qui va les sauver, tout est toujours provisoire, on sauve toujours tout le monde de manière provisoire dans ces lieux-là, mais
c'est la chance, d'avoir pu passer dans des conditions très particulières les derniers mois de la guerre. Donc Jean-Claude Passera est vraiment un cas très exceptionnel. Les deux autres sont nés en mars, et donc février et mars, donc 2 mois au moment où ils sont sortis du camp. Mais ils sont restés jusqu'au bout au camp, jusqu'au 23 avril 45. C'est la Croix-Rouge qui les a libérés, juste avant le passage des soviétiques. En ce qui concerne la diversité de ces bébés, c'est celle du camp. Hein, le camp, c'est un lieu où on a des Polonaises en grande majorité, des Russes, des Hongroises, des Espagnols, des Anglaises, des Belges, des Allemandes évidemment, des Françaises. C'est vraiment un camp européen. Donc oui, il y a une majorité de bébés polonais probablement, puisqu'il y a une majorité de femmes polonaises. Et c'est Jean-Claude, Marie-Josée l'appelle le bébé international, parce que comme il était nourri par le lait de tas de femmes différentes, et qu'il y avait une Russe et une Hongroise, une Polonaise, il a vraiment, ça a vraiment été le bébé de la solidarité et de la communauté. C'est une belle histoire. Alors lui, il la connaît bien, son histoire, parce qu'il a grandi complètement dans les commémorations, au point d'en faire une sorte d'identité intrinsèque. C'est vraiment sa vie. Il n'y a pas longtemps, il a eu un AVC et il était pendant 6 mois obligé de rester chez lui. Il ne pouvait plus partir, tenir les comptes de l'amicale de Ravensbrück, aller dans des établissements scolaires, il ne pouvait plus, et c'était terrible pour lui. Il a vraiment... son identité, c'est celle-là. Après, pour les deux autres, c'est un peu différent. Guy a tout de suite su, en fait, qu'il était un enfant de Ravensbrück. On lui a jamais caché. Mais sa mère était pas forcément une de ces résistantes dans des réseaux très actifs. Elle était agricultrice et elle est retournée à la ferme. Et donc, elle n'a pas forcément participé à toutes les commémorations, tous les événements. Donc, il a grandi, je dirais, à distance peut-être assez saine de ça. Il sait, et en même temps, il s'est forgé une vie bien à lui. Et puis Sylvie, elle, n'a connu son histoire qu'à l'âge de 17 ans, 16 ans ou 17 ans, ce qui a été un choc épouvantable, et dont elle s'est pas tout à fait remise, en fait. Parce qu'ensuite, elle a eu une autre famille, sa maman a eu des enfants libres. Et donc, c'est vraiment une histoire qu'elle porte toute seule et tardivement, donc ça a été assez difficile. Le dialogue n'est pas toujours le même entre les parents et les enfants. Et vous savez si les témoignages ont été recueillis dans d'autres pays, justement, en Pologne, en Allemagne? À ma connaissance, non. J'ai demandé à Marie-Josée, j'ai demandé à tous les gens que je pouvais s'ils avaient vent de ça. Il doit y avoir forcément quelques personnes, très rares maintenant, parce qu'elles sont très âgées, ces femmes, qui peuvent parler. Mais là, le livre est en cours de traduction dans plusieurs pays européens. On va voir. On va voir si ça réveille les mémoires. Peut-être pas les mères, mais peut-être les enfants. Ou peut-être les camarades de déportation. Je ne sais pas. C'est un camp qui est sans archives, donc on ne sait pas qui chercher en même temps. Donc c'est pas très facile. Mais d'après Marie-Jo, elle avait pas de nom, en tout cas, à me donner, personne à contacter. Et aucune trace de Kinderzimmer dans d'autres camps pendant la même période? A priori, non. En même temps, je dois dire, les camps de déportation politique, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et le grand camp de femmes, c'est celui-là. C'est Ravensbrück. Donc, c'est pas illogique que ce soit vraiment là que ça ait pu exister et pas ailleurs. C'est vraiment la masse, la concentration la plus forte de déportés politiques de l'histoire hein, des camps de concentration. Avant la création de cette Kinderzimmer, comment était du coup autogérées toutes ces naissances dans le camp par les femmes? Par la mort. Oui, tout simplement.
Et concernant le témoignage de la maman qui est malheureusement décédée, quelle était la nature de ce témoignage? C'était, enfin, Alors c'est très factuel en fait. C'est très factuel. Donc c'est beaucoup lié à la grossesse en fait. C'est une mosaïque, une sorte de mosaïque de moments, d'images. Mais toute la deuxième partie de l'écrit, c'est comment elle a annoncé à sa fille son histoire et la réaction très violente de sa fille. Donc c'est pas uniquement, c'est le témoignage d'une vie. C'est pas juste comment j'ai accouché à Ravensbrück. C'est comment mon histoire s'est forgée à partir de cet endroit-là et c'est pas forcément des gens qui savent écrire. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on lit quand on parle de déportation? On lit les gens qui savent écrire. On lit les gens qui avaient déjà la parole avant, pour la plupart, pas tous. Hein. Je pense à Charlotte Delbo qui l'a prise après la guerre, mais des femmes comme Geneviève de Gaulle, des femmes comme Germaine Tillon sont des femmes érudites qui ont fait des études, qui d'ailleurs sont devenues des personnalités politiques très fortes. Et donc, ce qu'elles ont écrit, c'est aussi le produit des armes qu'elles s'étaient forgées avant. C'est pas du tout représentatif des gens qu'on trouve dans le camp. Hein. Ces militantes politiques, cuirassées, résistantes, ultra téméraires, c'est une infime partie du camp. Et c'est celles qui, pour la plupart, étaient dans un des blocs qui s'appelle le bloc 32, celle qu'on a appelée les Nacht und Nebel, donc les nuits et brouillards, qui étaient normalement vouées à disparaître. Marie-Jo fait partie de ces femmes aussi, mais bon, fille de pédiatre tout de même, dans un milieu très politisé. Ses parents étaient dans un réseau de résistance, elle a été déportée avec sa mère. Enfin bon, voilà, on est dans... En revanche, c'est Madeleine... Et plus encore, donc Madeleine, c'est la maman qui a écrit, plus encore Madame Poirot, qui était agricultrice, qui s'est retrouvée à Ravensbrück parce qu'elle a caché ses voisins qui voulaient pas aller au STO. Parce que quand vous êtes un homme et que vous avez une ferme, si vous partez, c'est fini, la ferme, elle est fichue. Et donc, elle a caché ses voisins et elle a été dénoncée par on ne sait pas qui. Et voilà comment elle se retrouve à Ravensbrück. Mais elle et Geneviève de Gaulle vont vivre la même chose. On comprend bien qu'elles sont pas armées de la même façon et que leur rapport à la parole n'est pas le même. Pour témoigner, pour raconter, on va pas du tout être dans la même sensibilité. Donc, si vous voulez, c'est un récit qui est un peu décousu, qui est un peu maladroit, qui est très fort émotionnellement et qui est difficile à comprendre si on connaît pas parfaitement le contexte. Parce que c'est vraiment une histoire très personnelle, très singulière. En même temps, c'est un texte unique. Il est là. C'est formidable que cette femme ait écrit. La plupart des femmes qui étaient à Ravensbrück étaient des ouvrières, des employées, des mères au foyer, des gens qui n'avaient pas l'habitude de parler, d'écrire, de dire, de mettre des mots sur des choses qui en plus sont vraiment extrêmement difficiles à dire. Si vous voulez bien, je voudrais bien vous lire un petit passage parce que il y a un moment où moi j'aime bien les chœurs. Comme c'est beaucoup de femmes qui sont anonymes, ce qui compte, c'est le collectif, hein, beaucoup dans le camp. C'est pas l'histoire de chacun, c'est l'histoire de tous. C'est l'histoire commune. Et donc, il y a beaucoup de moments où j'essaie de faire apparaître comme ça des chœurs de voix. On sait pas très bien qui parle, c'est un peu tout le monde à la fois. Et ça montre un peu aussi quel genre de préoccupation, de langue, d'image elles avaient. Ça dit aussi d'où elles viennent. Et c'est une scène qui a lieu dans le bloc le soir, pas très longtemps avant de se coucher. Elles ont parfois entre voisines des petites conversations comme ça, tout à fait anodines en apparence et qui leur permettent d'avoir une sorte de vie sociale, si on peut dire. Moi, pendant l'appel, je regarde les étoiles. Je les relis comme les points d'un dessin magique. Ça fait des formes. Je vois le chat, je vois les chevaux, je vois le lion. Moi, je pense aux recettes, les sucrés surtout. Moi, je dis des poèmes. Moi, rien, j'essaie de pas penser. Moi aussi, je suis dans les recettes de cuisine. Le lapin chasseur, tiens, et une bonne purée écrasée au beurre. Ou le Paris-Brest, avec crème et noisettes. Moi, je fixe le ciel, les couleurs. J'ai jamais vu de lever de soleil pareil.
Moi non plus. Le ciel, il est beau ici. C'est triste. Moi, je chante dans ma tête. Moi, je pense à ma fille. Je voudrais retrouver sa voix. J'essaie de m'empêcher, mais je peux pas. Oh, tais-toi. Moi, j'ai trop mal. Je pense juste à ne pas tomber. Tombe pas, Georgette. Moi, je révise l'allemand, ce que j'ai appris la veille avec Marianne. Moi, j'écoute. Il y a des oiseaux en ce moment, je sais pas quels oiseaux, mais c'est joli à entendre. Moi, ça dépend. Je décide pas. Des fois, j'ai des pensées douces. Je pense à quand je vais retrouver mes enfants et mon mari, tout ça. Des fois, la même pensée me poignarde. Les Américains vont débarquer, on le sait, c'est une question de jour. Et ta sœur? On les a vus, les bombes. On les entend, hein, pas loin. Les Russes avancent, c'est sûr. Et ta mère, elle fait du trapèze? Moi, je ferme un peu les yeux. J'essaie de sentir les choses. L'air frais, le soleil qui chauffe tiède, comme chez moi, dans le Berry. Moi, j'ai peur de chier ma diarrhée, je serre les sphincters. Moi, je fais des équations. Et aussi, une entrecôte bien saignante, et des frites croustillantes, et de la moutarde forte, des fraises chantilly, des œufs cocottes. Oh, vos gueules! Merde, ça me fout des crampes. Tu mets du vinaigre dans les œufs cocottes? Ma mère est malade, enfin était. Je sais pas maintenant. Pendant l'appel, je pense à ma mère, je prie qu'elle m'attende. Tu pries qui? Moi aussi, je prie. Et toi, Lisette? Je me vois rentrer par le train, à Paris-Gare de l'Est, retrouver les camarades, l'usine. Voilà! Tu rêves. Moi, j'aimerais bien croire en Dieu. Les boches sont foutues, de toute façon, un jour ou l'autre. Et toi, Mila? Moi, dit Mila, je code. Comme je faisais avant. Des messages codés, en partition de musique. Tu codes quoi? Tout. Ce que je vois, fleurs, arbres, prisonnières, ce que je sens, ce que j'entends, parfois des paroles de chansons. Un poulet basquaise avec des poivrons fondants et du cidre. Ah, du cidre. Mais là, ça ferait quoi? Ah, du cidre avec tes codes. Do, sol, mi bémol, sol dièse, ré, sol dièse, mi bémol, fa, mi. Ce matin, une coccinelle s'est posée sur mon épaule, presque toute la durée de l'appel. Et hop, asphyxiée par les fumées du crématoire. Une coccinelle, Mila? Ré, 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 sol dièse, do dièse, mi, si, si, mi. Voilà. C'est ça aussi, Ravensbrück. C'est ces conversations-là, c'est ces rêves-là, simples, extraordinaires parce qu'impossibles, mais tellement simples, dérivés de la vie quotidienne. Voilà, on n'est pas dans des rêves de politique. On est dans des choses qui sont vraiment très humaines, très simples. Je voulais vous demander aussi, les 3 enfants donc rescapés qui ont vécu dans le camp mais qui n'en ont aucun souvenir, comment ils ont lu votre livre? Est-ce que la fiction permettait de donner une autre dimension, une réalité? Enfin, je sais pas. Est-ce que à ce qu'ils avaient vécu, mais dont ils ne pouvaient pas, enfin, ils n'avaient pas d'image autre que dans les récits. C'est difficile, hein, je vais pas parler à leur place, mais en effet, ils l'ont lu, puis on est très en lien, on est en relation constante. Ça va, enfin, c'est un peu compliqué pour moi de dire qu'ils ont trouvé le livre magnifique ou merveilleux. Voilà. La vérité, c'est qu'ils ont reconnu leur histoire. Voilà ce qu'ils me disent. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Et donc ce livre, c'est leur livre. Et par exemple, Sylvie a vraiment parlé de son histoire autour d'elle en offrant ce livre. Ce qui est une autre façon de parler. Elle qui est vraiment beaucoup dans le silence. Elle est venue avec moi une fois en librairie. Et puis Guy Poirot est venu avec moi une fois aussi. Et puis maintenant, je fais plein de choses aussi avec Marie-Josée Chambardelot. Donc il y a... Oui, certainement que la fiction joue un rôle aussi dans la transmission. Dans la transmission. Je veux dire, ils sont eux-mêmes dans la fiction, si on essaye de réfléchir. Ce sont des acteurs tellement lointains et involontaires de l'histoire que la fiction les remet dans un contexte qu'eux-mêmes ignorent. C'est complexe comme histoire, mais c'est la leur en étant tout à fait étrangère au départ aussi. Il y a eu beaucoup de livres sur les camps de concentration. Ça devait être
certainement peut-être compliqué de réécrire sur les camps. Je parle de toute cette partie avant la Kinderzimmer. Ce qui m'a frappé, ce sont deux choses. D'une part, le fait qu'il y ait cette solidarité entre les femmes et que c'est un élément extrêmement fort et on a l'impression que c'est ça qui les maintient en vie. Et d'autre part, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de liquide, que là, on a l'impression que il y a la diarrhée, la boue, cette soupe qui n'a pas de consistance et j'ai ressenti ça comme quelque chose de très fort. Alors je voulais savoir comment vous avez travaillé cette image des camps de concentration. Comme vous, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu, j'ai énormément lu. Le truc, c'est que ça raconte toujours l'histoire des hommes, la littérature des camps. Et là, c'est le corps des femmes. Et c'est pas anodin puisqu'on va parler de maternité, puisqu'on va parler justement d'un corps spécifique, d'une histoire que les hommes n'ont pas pu traverser, c'est sûr, ni singulièrement ni collectivement. Donc c'est un corps un peu particulier. Alors oui, on trouve des choses. Vous pouvez lire Germaine Tillion, vous pouvez lire Geneviève de Gaulle, vous pouvez lire Margaret Buber-Neumann. Il y a des femmes qui ont écrit, mais Charlotte Delbo, qui est moins connue. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'envelopper tout ça dans cette problématique, enfin cette double problématique, qui est d'abord celle de l'enfantement. Donc c'est plus juste raconter le camp et ses atrocités, c'est raconter comment on arrive avec un bébé dans le ventre, comment on traverse ça. Voilà. Donc le reste, c'est un décor, c'est vraiment les yeux, la caméra subjective, c'est Mila, quoi. C'est vraiment elle. Donc c'était pas raconter cette histoire, parce qu'en effet, il y a plein d'intérêt à raconter encore cette histoire. Elle existe, elle est disponible. Et puis c'était aussi une manière de restituer ce temps présent dont je parle. La mesure du temps, c'est l'usure du corps. Il n'y a pas d'autre mesure du temps. Il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'horloge. Il y a les appels qui scandent le temps, mais les appels ont une durée très variable, ils peuvent s'éterniser. Et puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Et puis la mesure du temps, c'est celle-là. C'est l'épaisseur de graisse que vous avez sur l'épaule et sur la hanche. Et en plus, on est dans un univers donc qui est uniquement féminin et où il se passe des choses assez étonnantes. Par exemple, toutes les femmes sont en situation d'aménorrhée. Et donc, c'est difficile aussi pour une jeune fille qui connaît rien à son corps, qui connaît pas du tout la sexualité, qui n'a pas idée de la manière dont ça se passe, qui est pas entourée par sa mère, sa tante, sa sœur. C'est très difficile de savoir quels sont les signes qui permettent à coup sûr de savoir qu'on est enceinte ou pas. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal dans ce corps-là, dans ces manifestations. Qu'est-ce qui est dû au camp, qu'est-ce qui est dû à la maternité. Ce sont des signes qui sont très très difficiles à décoder. Et c'est vrai que oui, il n'y a plus grand-chose de solide dans cet espace. On est vraiment dans des choses qui sont en déliquescence, qui sont... parler du liquide, on peut parler de déliquescence. Et en même temps, quelque chose tient quand même. Puisqu'elle... il y a eu à peu près... Alors, il y a beaucoup de chiffres faux qui circulent sur Ravensbrück. Sur les 130 000, il y a à peu près 40 000 morts. C'est beaucoup, mais je veux dire... Vous voyez, le corps a tenu quand même, malgré tout. Et il y a si le corps est si fondamental, c'est aussi parce que, justement, voilà, cette jeune fille ne connaît pas l'intérieur de son corps. Et l'ignorance qu'elle a sur ce qui va arriver, sur le camp lui-même, c'est elle, le nourrisson, finalement, face à cette réalité. Cette ignorance-là, c'est aussi le territoire intérieur. C'est à ça aussi que va servir la solidarité de ces femmes. C'est qu'il va falloir nommer ce qu'elle a dedans. Il va falloir nommer des mots, de la même façon qu'elle a appris des mots pour nommer ce qui se passait dans le camp et qui n'existe pas ailleurs. Cette espèce d'allemand matiné d'autres langues et qui va désigner des réalités inconcevables en dehors du lieu, eh bien, il faut aussi apprendre la langue de ce corps-là, de ce corps qui perd sa matérialité et dont il ne reste comme vraie substance que l'enfant, en fait. Et donc, nommer l'utérus, le vagin, les ovaires. Cette fille, quand elle perd les os, elle pense qu'elle va perdre ses os. On lui dit tu perds les os et elle pense qu'elle va perdre ses os. Tout est à apprivoiser. Et c'est vrai que voilà, pour moi là,
on dématérialise. À la fois, on est tout le temps dans l'évocation du corps, de ses souffrances, et en même temps, il est de plus en plus dématérialisé puisqu'il s'efface. Il y a un petit passage que je crois que j'avais noté sur l'économie du corps. Ça se voit. Mila le voit, toute elle le voit, malgré les robes ou à cause d'elle, qui flottent sur les épaules étroites, tombent droites sur les poitrines fondues. Ça se voit que le corps affamé puise dans ses réserves, absorbe sa propre graisse, à défaut d'apport extérieur, pompe toute chair jusqu'à l'os. Il se mange, mord le gras des bras, des cuisses, des fesses, des seins, des dents, des langues invisibles usent les parties molles, les sucent, les aspirent, les lèchent comme une glace, les érodent jusqu'à ce que la peau se réduise à une soie ultra moulante, épousant parfaitement la hanche, la clavicule, les côtes, au bord du déchirement. Mila sent les tibias, les rotules de Lisette contre elle chaque nuit, et ce n'est que le début. Dedans, sûrement, les organes se rétractent comme des figues sèches, le corps s'avale, se digère. Mila se demande si une forme d'enfant va apparaître sous la peau de son abdomen, si ça va se voir un jour, à l'occasion d'une visite chez le dentiste par exemple, nue dehors sous le regard des SS, cette chose épousée par le ventre, à la façon du sac plaqué sur le corps des chatons noyés par son père. Cadavre, en tout cas. Le corps rejette une urine claire, des selles liquides, du pus, s'écoule par les plaies, furoncle, perçant la peau, fluides échappés des écorchures de gale, des morsures de poux, des gratignures infectées, glaires épaisses sorties de la gorge. La vitaminose ouvre les mollets comme la peau d'un kaki trop mûr, blessures au mieux bouchées par du papier gaufré. On ne trouve rien d'autre au revire. Tu colles le papier sur la plaie, le papier devient ta peau de rechange. Si tu le retires, tu arraches tout. La croûte ou le voile à peine formé qui couvre le trou, fine peau de flanc, et sa pie sort de toi. Tout ce qui sort pue et pourrit, tu te dévores et tu te vides. Mila regarde sa jambe gauche, qu'elle ne peut tendre sous peine de rompre la membrane formée par-dessus l'entaille d'il y a 3 jours. Quant aux wagons de pillage, elles ont exprès laissé tomber des caisses de vases arrivés de Tchécoslovaquie. Oh, le bruit cristallin, bruit de cascade, le soleil miroitant dans les milliers d'éclats répandus sur le quai, qu'il avait ensuite fallu ramasser à main nue sous les coups de schlag et fzz, un jet de sang sur les reflets de diamants. Hormis la merde, l'urine, le pu, le corps s'économise, il stocke le sang. Lisette n'a pas ses règles, Georgette n'a pas ses règles, ni aucune des Françaises du bloc, ni les Polonaises, ni les Tchèques. Les anciennes le disent, au bout d'un moment personne n'a plus ses règles au camp, la muqueuse est sèche, tout le sang va aux fonctions vitales, artères, vénules, veines irriguant le cœur, chaque goutte utile. Les femmes n'ont plus de sexe à 16 ans comme à 60. Après, quel est l'intérêt alors de raconter ça? Bon, moi, j'ai quand même ce prisme de la grossesse et de la maternité. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est la langue. Quelle langue on trouve pour ça? Comment, quel tempo choisir? Quel mot choisir? Ça me paraît important aussi. Parce que il y a ce que disent les mots et il y a aussi des émotions qui sont véhiculées par le choix de la ponctuation, par le choix de l'ordonnancement des mots eux-mêmes, de la syntaxe. Il y a une violence qui peut émaner de ça, qui n'est pas uniquement la violence du sujet et du contenu. Et c'est aussi, enfin, c'est même le cœur de mon travail en fait. Alors merci pour toute votre intervention. Avant de passer aux dédicaces, si vous le souhaitez, j'aimerais vous rappeler qu'un spectacle en lien avec cette thématique aura lieu le jeudi 13 février à 20h45 au théâtre Roger Barra. Il s'agit du Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück, dirigée par Germaine Tillion. Juste Voilà. un mot, parce que on parle d'une opérette à Ravensbrück. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette opérette, Germaine Tillion l'a écrite à Ravensbrück, au péril de sa vie, en ramassant des morceaux de papier et des bouts de crayon. C'est extrêmement drôle. Vous pouvez, si vous souhaitez le lire d'abord, parce qu'il est publié, c'est quand même pas un texte
facile quand on n'a pas le contexte autour. Donc moi, je vous conseille vivement de le lire avant parce qu'il y a une préface. Il est disponible à la bibliothèque d'ailleurs. Voilà. Et c'est alors un Verfügbar, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, soit parce qu'il est incapable et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour lui, soit surtout par choix, pour pas participer à l'effort de guerre allemand. Et donc c'est une sorte de double vie ahurissante parce qu'il faut passer son temps à se planquer. Si on vous attrape, ça se passe très mal pour vous. Donc vous vous cachez sous les lits, sous les poutres, au plafond. On est dans un film d'action là. Et vraiment, Germaine Tillion faisait partie de cette troupe de militantes chevronnées qui avaient décidé qu'elles ne collaboreraient pas, même au camp, au travail des Allemands. Et elles étaient toutes Verfügbar. Et c'est drôle, et c'est vivant, et c'est plein d'espoir. Voilà, je voulais juste vous poser une petite question en lien avec ce Verfügbar, en fait, sur lequel moi j'ai eu la chance de travailler et j'ai découvert Germaine Tillion grâce à ça. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir. J'ai pas eu la chance de lire votre livre encore, mais je vais le lire très vite. Et tout d'abord, bravo pour, je trouve, cette attitude face à cette mémoire. Et vous parliez au tout début de votre intervention de l'importance de la fiction et de l'expérience, de repasser par l'expérience pour témoigner de cette mémoire, voilà, pas contrairement, mais de façon complémentaire avec les historiens. Et ça, je trouve que c'est pour moi les plus grandes leçons qu'on peut avoir justement par l'art en général. Et justement, ma petite question, c'était par rapport à Germaine Tillion, que vous avez sans doute lu de façon plus approfondie que moi. Je l'ai mangé. Voilà. Alors moi, j'ai lu évidemment beaucoup de Verfügbar aux Enfers, puisque j'y ai travaillé, mais sur l'aspect musical. Vous avez participé à la représentation au Châtelet ? Non. 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 J'ai découvert un peu après. Voilà. Et par contre, je connais Bérénice Collet qui a mis en scène cette première production au Châtelet. Et cette révélation, en fait, ce texte, puisque ce qui est génial par rapport à votre écrit, c'est que une dame vous demandait au début est-ce que vous avez eu des censures par rapport à ce texte ? Bien non, vous étiez votre propre censure, et Germaine Tillion a été aussi sa propre censure, mais elle a été sa propre censure pendant de nombreuses années, puisqu'elle a décidé enfin d'ouvrir ses droits et de permettre à ce Verfügbar d'exister sur scène en 2007, enfin 2006, le temps que ça se monte. Donc voilà, ce qui était très dur pour elle de livrer cette légèreté, je dirais, qui n'est pas, voilà, un peu comme la vôtre, un roman, mais qui est quand même un décalage énorme par rapport avec la vie qu'elles avaient dans les camps, puisqu'elle raconte, enfin je sais pas si tout le monde l'a lu ici, et sûrement pas, mais comme vous disiez, c'est un truc très léger et très 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 amusant par moments, et en même temps très glaçant à d'autres moments, mais elle avait très peur en fait en donnant ses droits qu'on ait l'impression que la vie dans les camps c'était une belle partie de plaisir, à se cacher pour ne pas travailler, et à du coup inventer de nouvelles paroles sur des musiques qu'on connaissait, etc. Donc voilà, je reviens à ma petite question, puisque vous avez lu donc Ravensbrück, que moi j'avoue un peu de mal, que j'ai lu par petits bouts, et voilà, qui était pour moi un peu chose très très historique et donc un peu plus ardue. Je pense que Germaine Tillion ne parle pas de ces Kinderzimmer dans Ravensbrück. Elle l'évoque à peine. Enfin, elle n'emploie pas d'ailleurs le mot de Kinderzimmer. Elle dit qu'il y a eu des naissances et qu'il y a eu une pièce où à un moment donné les enfants ont grandi. Mais elle parle surtout des enfants, parce qu'il y a eu 500 enfants à Ravensbrück, et ces 500 enfants étaient déjà bien constitués. C'était des enfants de plus de 4 ans. Mmh. Qui donc, c'est une toute autre problématique là, parce que ils ont vécu avec les femmes dans les blocs, ils travaillaient pas, enfin voilà. Mais oui, elle l'effleure à peine. C'est une amie de Marie-Josée Chambard-Delhomme, donc oui, ça fait partie des choses qu'elle évoque, mais qu'elle évoque. On peut ne pas s'en apercevoir, oui. Mm-hmm. On peut lire le livre, il est énorme, il est très copieux. Oui, c'est ça. Donc du coup, il est riche d'énormément d'anecdotes, on peut passer à côté. Oui. Moi, je cherchais, alors je l'ai trouvé. Oui, d'accord. et je crois aussi avoir, si j'ai bien compris, lu que le camp de Ravensbrück est devenu quand même un camp d'extermination à la toute fin de son existence.
Alors, c'est pas qu'il est devenu un camp d'extermination. C'est pas devenu un camp d'extermination contre les Juifs. Il y a eu des Juifs à la fin, puisque tous les camps ont été vidés avec l'avancée de l'armée soviétique. Donc, on a eu. C'est comme ça que Charlotte Delbo, qui d'ailleurs n'était pas juive, est arrivée par hasard et par erreur à Auschwitz, a fini sa déportation à Ravensbrück. Mais il y a des Juives hongroises, des Juives polonaises qui sont arrivées même d'Auschwitz. Voilà. Donc il y a eu vraiment des Juifs sur la fin, mais la chambre à gaz qui a fonctionné de janvier à mars 45 à peu près, c'est une chambre artisanale, donc pas du tout, c'est pas du Zyklon B, c'est du gaz d'échappement. Et a été utilisé parce que voilà, il y avait à un moment donné 46 000 femmes. Oui, il fallait effacer en fait. Il fallait effacer les preuves. Donc tout le monde était gazé. C'était pas du tout une question de race. Oui. Tout le monde était gazé. Et tout le monde était gazé au début un peu dans l'ombre. Et puis finalement, plus personne n'a caché les choses. Et ils ont même construit une chambre à gaz en dur, une vraie chambre à gaz, comme à Auschwitz, qui, elle, n'a pas fonctionné puisqu'elle n'était prête qu'en avril 45, heureusement. Et donc, c'est simplement un vestige de l'intention d'exterminer. Mais elle n'a pas fonctionné, celle-là. Et paradoxalement, la Kinderziehmer a vécu... est née juste un peu avant ce désir de tout cacher. C'est concomitant. C'est-à-dire que c'est étrange, la chambre à gaz arrive en effet à fin décembre 44, mais la décision date de septembre, exactement le moment où la Kinderziehmer est tolérée. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alors, si vous le souhaitez, donc la librairie Recrea Book met en vente plusieurs titres de Valentine Gobi, dont le dernier qui est sorti aujourd'hui. Peut-être. C'est la naissance, c'est une naissance. je peux dire juste une petite phrase. Sûr. Ça s'appelle La fille surexposée. C'est chez un éditeur qui est tout jeune éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alma et qui a une collection qui s'appelle Les Pabloïdes. Ce sont en fait des commandes qui sont demandées à des écrivains, alors invités provisoirement dans la maison, puisqu'on repart chez nous après. Moi, je suis Actes Sud, pour écrire sur des thèmes qui sont, selon Pablo Picasso, les thèmes centraux de la littérature. Il y a, faut pas que je me trompe, la colère, non, la révolte, la maternité, l'amour, la mort, la naissance, le baiser. J'ai dû en oublier un, mais moi, c'est la révolte. Et c'est l'histoire d'une femme, ça vous surprendra pas. Enfin, c'est l'histoire d'une photo. C'est l'histoire d'une photo d'une femme nue dont on comprend pas très bien d'où elle vient, dont je ne comprends pas très bien d'où elle vient, et dont, après recherche, j'ai compris que c'était une prostituée du quartier réservé du Bousbir à Casablanca, sous la colonisation. Et en fait, c'est l'histoire de cette carte postale, de son voyage dans le temps, depuis le moment où elle a été prise dans les années 20 à Casablanca jusqu'à aujourd'hui, où vous pourriez la retrouver chez un bouquiniste, et qui dit comment, par le regard, en fait, on a animé au sens vraiment strict, on a donné une âme, oui, à ces femmes qui n'est jamais, évidemment, leur véritable identité. Elle est passée sous silence. Donc c'est aussi un travail sur la mémoire, puisque de part et d'autre de la Méditerranée, c'est une question dont on ne veut plus entendre parler. Voilà. Et le livre tourne autour de l'histoire de cette carte. Merci beaucoup.